la mise en œuvre du projet républicain. Nous allons voir comment la Troisième République se met en place dans un contexte de difficulté. Grand 1, l'instauration difficile de la Troisième République et de la démocratie parlementaire. Petit 1, la Commune de Paris, mars-mai 1871. Si vous vous rappelez de la précédente leçon sur le Second Empire, vous savez que après la défaite contre la Prusse en septembre 1870, le Second Empire est renversé et la République est proclamée à Paris le 4 septembre 1870. Comme on l'avait vu sous la Deuxième République, il y a un gouvernement provisoire, le temps d'organiser des élections. Ce gouvernement provisoire est dirigé par Adolphe Thiers et entame des négociations de paix avec l'Allemagne, dont on rappelle que les troupes sont sur le sol français à cette époque-là. Cette nouvelle, le fait qu'il y ait des négociations de paix avec l'Allemagne, provoque le soulèvement des Parisiens le 18 mars 1871. Le gouvernement se réfugie alors à Versailles et une véritable guerre civile commence alors en France. La Commune de Paris, dont les partisans sont appelés les communards, est composée pour l'essentiel d'ouvriers et d'artisans farouchement républicains. Parmi eux, l'ancienne institutrice Louise Michel devient une figure de la revendication d'une république sociale. À Paris, Adolphe Thiers réagit en lançant une armée contre la Commune de Paris et durant ce qu'on a appelé la semaine sanglante, du 21 au 27 mai 1871, les communards sont écrasés. La répression fait au moins 20 000 morts, tandis que des milliers de Parisiens sont emprisonnés ou déportés, à l'image de Louise Michel, déportée en Nouvelle-Calédonie et qui ne pourra rentrer en France qu'en 1880. Après cet épisode, il y a une phase de consolidation de la Troisième République entre 1871 et les années 1880. Depuis les élections législatives de février 1871, les royalistes sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Pourtant, leur division empêche le rétablissement de la monarchie. Des lois constitutionnelles sont alors votées en 1875 qui mettent en place les institutions nouvelles de la Troisième République. Alors que contiennent ces lois institutionnelles du point de vue de l'organisation des pouvoirs ? Eh bien, la Troisième République est un régime parlementaire. Le rôle du président est faible. Il n'utilise pas, par exemple, son droit de dissolution. Et la Chambre des députés, seule institution élue au suffrage universel direct, devient le centre incontesté de la vie politique. Avec le Sénat, puisqu'il y a quand même 2 chambres, avec le Sénat, elle vote les lois, investit et contrôle le gouvernement. Peu à peu, les idées des républicains se diffusent et ce mouvement obtient la majorité à l'Assemblée nationale aux élections de 1876. Le républicain Jules Grévy devient alors président de la République. Grand 2, l'enracinement progressif de la culture républicaine, 1880-1900. Petit 1, la diffusion de la culture républicaine. On va voir ça en 3 temps. D'abord, l'affirmation des grandes libertés. Les républicains entreprennent d'étendre les libertés publiques. En 1881, la loi instaure la liberté de réunion, puis la liberté de la presse et aussi celle de l'imprimerie. Ces dispositions permettent, on le comprend bien, le développement de la presse, dont bien sûr la presse d'opposition, qui on se rappelle bien avait été muselée durant le Second Empire, au moins dans sa première phase, et ces dispositions participent aussi à la création d'une opinion publique qui devient alors un acteur décisif de la vie politique. Le suffrage universel, instauré en 1848, enracine les pratiques de la démocratie, puisqu'il n'est pas remis en cause sous la Troisième République. La loi de 1884 accorde la liberté syndicale, c'est-à-dire le droit de fonder un syndicat sans autorisation préalable, mais aussi le droit d'adhérer à un syndicat. Enfin, en 1905, par la loi de séparation des églises et de l'État, la République devient laïque.
à partir de l'affirmation de ces libertés, il y a toute une phase de diffusion des valeurs républicaines. Les valeurs républicaines prennent donc peu à peu un caractère officiel, incarné par les institutions, ce qui n'était pas le cas au début de la Troisième République, rappelez-vous la majorité royaliste. La Révolution française de 1789 redevient une référence incontournable. La Troisième République se fonde donc avant tout sur la garantie des libertés individuelles qui sont centrales dans la vie publique. Elle se retrouve dans l'affirmation de l'égalité devant la loi ou encore dans le vote par le suffrage universel dont j'ai parlé tout à l'heure. L'école de la République devient un vecteur de transmission de ces valeurs et également un vecteur de consolidation du régime républicain. Les lois de 1881 sur la gratuité de l'école et celles de 1882 sur l'école obligatoire et l'école laïque, proposées par Jules Ferry, créent ainsi un véritable service public d'enseignement primaire pour les enfants de 6 à 13 ans. La liberté de l'enseignement est maintenue cependant, justement au nom du principe de la liberté, et donc des écoles confessionnelles, qu'on peut appeler religieuses si on veut simplifier un petit peu, continuent d'accueillir des enfants. De même, l'affirmation de la nation comme socle des valeurs républicaines se traduit par la loi de 1889, qui crée le service militaire de 3 ans, auquel, en vertu justement de ce principe d'égalité, tous les jeunes hommes doivent désormais participer. Dès 1879, les lois inscrivent les valeurs républicaines dans les symboles et des rituels. La Marseillaise, interdite après 1815, redevient l'hymne national, qu'elle avait été sous la Révolution. De même, la devise « liberté, égalité, fraternité » devient celle de la République. C'est la Troisième République qui rajoute ce mot de fraternité. Le 14 juillet est adopté comme fête nationale. Le drapeau tricolore est confirmé comme un emblème officiel de la nation et enfin Marianne devient l'image officielle de la République. Elle est présente sur les pièces de monnaie, sur les timbres et son buste est dans toutes les mairies. Par ailleurs, autre rituel mais plus ponctuel mais qui a son importance, en 1885, les funérailles de Victor Hugo à Paris, qui est alors surtout présenté comme un grand écrivain mais aussi comme un opposant à l'autoritarisme du Second Empire, permettent de mettre en scène ces valeurs-là. Petit 2, la République triomphe de ses ennemis. À partir de 1885, dans un contexte de difficultés économiques, s'ouvre une période d'opposition croissante au régime. Donc on avait celle des années 1870, du début, rappelez-vous, avec les monarchistes qui étaient majoritaires à l'Assemblée. Et puis à partir de 1885, deuxième période, en tout cas, d'opposition au régime. L'antiparlementarisme progresse et se nourrit du discrédit des hommes politiques qui sont accusés de corruption, d'inefficacité. Il y a un certain nombre de scandales financiers à cette époque-là. De plus, le général Boulanger, ministre de la guerre, dans ces années-là, se rend alors très populaire par son patriotisme intransigeant vis-à-vis de l'Allemagne, ce désir de revanche sur l'annexion de l'Alsace-Lorraine en 1871. Il rallie sur sa candidature aux législatives les mécontents de droite et de gauche en défiant le régime et en proposant d'instaurer une république autoritaire. Il est élu triomphalement à Paris en 1889, mais finalement, il va refuser de prendre le pouvoir par la force comme le voulaient ses partisans et il va s'enfuir à Bruxelles. Dès lors, le mouvement boulangiste s'effondre. Dans ce contexte de montée du mécontentement politique et social, une douzaine d'attentats anarchistes ensanglantent Paris. En 1894, le président de la République, Sadi Carnot, est assassiné. Mettant au premier plan la question ouvrière, les anarchistes sont partisans de l'action violente contre l'ordre établi pour renverser la République qu'ils appellent alors ou qu'ils qualifient alors de bourgeoise. Toutefois, la plus grande crise que doit traverser la République est celle de l'affaire Dreyfus. On rappelle cette affaire et on en voit les conséquences. En 1894, Alfred Dreyfus, un officier de confession juive, on le précise parce que bien sûr dans la suite de l'affaire ça aura son importance, est condamné pour espionnage au profit de l'Allemagne. Il est dégradé et déporté au bagne de Guyane. En 1898, l'affaire avec un 1 majuscule éclate véritablement quand le véritable coupable est démasqué, mais dans la même année, il est aussitôt acquitté par un conseil de guerre qui ne veut pas reconnaître l'erreur de l'armée.
Émile Zola, dans son article « J'accuse », paru dans le journal L'Aurore, dénonce l'injustice commise au nom de la raison d'État. Et à partir de ce moment-là, les affrontements deviennent passionnés entre les Dreyfusards, qui défendent Dreyfus, qui sont les partisans de Dreyfus, c'est-à-dire composés essentiellement d'intellectuels, des républicains, des socialistes, qui défendent Dreyfus au nom des droits de l'homme et des libertés, et puis les anti-Dreyfusards, plutôt la droite, les catholiques, etc., les royalistes, les anti-Dreyfusards qui accablent Dreyfus, malgré toutes les preuves de son innocence, au nom d'un nationalisme et d'un antisémite exacerbé dans ces années-là. La presse, on l'a vu avec le J'accuse de Zola, la presse joue un rôle essentiel, et la presse de droite ou d'extrême droite publie des unes antisémites à cette époque-là. L'affaire Dreyfus est une crise grave. Pourquoi ? Au-delà du fait qu'un homme innocent ait été condamné. Elle traduit en fait le rejet de la République et de ses valeurs d'une partie de la population française, au nom d'un nationalisme anti-parlementaire et antisémite, souvent appuyé à cette époque-là par l'Église catholique. Mais c'est une affaire intéressante parce qu'elle provoque un réflexe de défense républicaine en quelque sorte. D'ailleurs, la loi de séparation des églises et de l'État est votée dans ce contexte-là en 1905. Dreyfus est finalement officiellement innocenté et réhabilité par la justice en 1906 et cette victoire marque la victoire des valeurs républicaines sur les partis les plus conservateurs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez bien sûr vous abonner pour avoir les vidéos de cours de méthode d'entraînement et vous pouvez bien entendu laisser un commentaire.